Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à la naissance de l'écriture. On va s'intéresser maintenant à la langue akkadienne qui était parlée au centre de la Mésopotamie, là un petit peu au nord du monde de Sumer. Et une fois qu'on aura compris l'akkadien, on s'intéressera au passage de relais entre l'akkadien et le sumérien. Je vous rajoute une petite parenthèse au fait. Le sumérien était parlé entre 5300 ans et 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 4000 ans before present. Quand la ville d'Our est entièrement détruite par des Élamites, le sumérien ne sera plus parlé et deviendra une langue morte. Mais les Akkadiens, qui avaient des liens très privilégiés avec les Sumériens, ont utilisé leur langue pendant encore 2000 ans. Ce qui fait que le sumérien sera toujours écrit pendant en tout une période de plus de 3500 ans, ce qui est considérable. En réalité, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme aujourd'hui, les enfants continuent à apprendre le latin et le grec, alors que ce sont des langues mortes. Et bien là, c'est un peu pareil, mais il y a une différence quand même. C'est que le latin a donné le français. Et ça se ressemble. Alors que le sumérien ne ressemblait pas du tout à l'akkadien. C'est deux langues très très différentes. Alors comment on est passé d'akkadien à sumérien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. L'akkadien, c'était la plus difficile des langues à traduire parce que l'akkadien, vous le voyez ici, c'est une toute petite colonne. Si c'est une toute petite colonne, ça veut dire qu'il y a peu de symboles pour représenter tout ce long texte en écriture alphabétique. Peu de symboles dans le texte, mais beaucoup de symboles différents les uns des autres par contre, parce que c'est une écriture qui est à la fois logographique et syllabique. Et du coup, on peut réduire par exemple le mot roi à uniquement un seul symbole, là, et qui se lit charou. Charou, ça veut dire roi en akkadien. Et ce symbole-là, kinu, ça veut dire légitime. Donc là ici, ce sont des logogrammes puisque ce sont un seul signe pour un mot complet. Charou kinu, c'est le roi légitime et c'est aussi Sargon d'Akkad. Alors cette langue, elle utilise des logogrammes, donc complet pour désigner un mot, mais on a remarqué aussi que parfois les symboles représentaient une syllabe. Par exemple, ça c'est da, di, dou, ta, ti, tu. Donc cette écriture akkadienne est un peu plus subtile que ce qu'on pourrait croire à première vue. En réalité, les symboles représentent aussi des sons parfois complexes, donc des syllabes complexes. Mais on a remarqué autre chose. Ces symboles, parfois, on peut les prononcer différemment. C'est ce qu'on appelle la polyphonie. Un même symbole, comme ici le symbole du mouton, on peut le lire oudou ou bien lou, en fonction des cas. Donc ça rend très difficile le déchiffrage. Il a fallu beaucoup de temps à Oppert et Rawlinson, plus de 60 ans, pour réussir à passer du vieux perse à l'akkadien. Mais il y a aussi un problème d'homophonie, c'est-à-dire que plusieurs signes différents, et qui ont des sens différents, peuvent avoir le même son. Ici, kou. Kou, c'est ou ça. Alors, polyphonie et homophonie vont rendre le déchiffrage long et compliqué. D'ailleurs, on notera qu'en 1857, la Royal Asiatic Society anglaise, pour tester un petit peu les déchiffreurs, va envoyer à 4 personnes différentes un même texte et Rawlinson, Oppert et 2 autres personnes vont recevoir ce texte à traduire, mais ils n'ont pas le droit de se parler. Chacun rend sa copie et la Royal Asiatic Society découvre que tout le monde a écrit la même chose, c'est-à-dire ont donné la même traduction. On estime à ce moment-là que l'akkadien et les secrets de l'akkadien ont été percés. On sait donc non seulement parler akkadien, mais on sait quel était le code de l'akkadien. Et on va aller beaucoup plus loin. Oppert, dans ses notes, va aller jusqu'à montrer qu'au cours du temps, et ça c'est vrai dans toutes les tablettes d'argile qu'on découvre, on en est à plus de 500 000 tablettes d'argile aujourd'hui découvertes, les signes cuneiformes ont évolué au cours du temps. Ça, ce sont des signes très évolués. Mais ces signes très évolués, au cours du temps, se sont modifiés à partir de signes plus complexes et très proches au départ de signes figuratifs. Et ici, on arrive carrément à reconnaître un poisson. Et oui, ce signe, c'est un poisson. D'ailleurs, le poisson, on arrive à le voir aussi, comme vous pouvez le voir ici. Mais là, il y a un souci. C'est que le signe, ici, kou, qui désigne le poisson, c'est un signe qui se dit kou, mais ça ne veut pas dire du tout poisson en akkadien. En akkadien, le poisson se dit autrement. Prenons un autre exemple, qui est bien documenté. Ce symbole-là. Ce symbole-là se dit sag en akkadien. Donc le son qui est prononcé quand on voit ça, c'est sag.
Mais si on reprend le même raisonnement qu'avec mon poisson ici, on voit qu'en fait ce symbole, c'est une forme de tête. Mais le souci, c'est qu'en acadien, on ne dit pas sag pour tête, on dit res. Une tête en acadien se prononce res. Alors comment ça se fait qu'on écrit en acadien la forme de tête pour prononcer sag qui n'a rien à voir avec le son de la tête en acadien? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on doit admettre là? On doit admettre que l'acadien a utilisé un code qui servait à une autre langue. En fait, l'écriture cunéiforme, ces symboles-là, ont été inventés par des gens qui parlaient une autre langue que l'acadien. Et quand on découvre ça, on n'a aucune idée de qui ça peut être. Il va falloir 50 ans pour arriver à démontrer que les Acadiens en fait ont utilisé un code qui avait été créé pour une autre langue, et cette langue c'est le sumérien. Et on doit à Thureau d'Angin, un Français qui travaille en 1905, que cette première langue est vraiment différente, c'est du sumérien, et à partir de 1923, on va pouvoir tout comprendre de cette nouvelle civilisation découverte. La civilisation première de l'écriture, ce sont les Sumériens. Alors maintenant, passons à l'écriture sumérienne proprement dit. Comment les Sumériens ont fait pour inventer leur écriture? Alors ça nécessite un exercice intellectuel plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, la première idée qui peut venir, c'est de représenter tous les mots sous une forme figurative, comme par exemple la tête. La tête, on peut la représenter comme ça. Oui, mais moi, si on me dit pas que ça c'est une tête, je ne reconnais pas forcément une tête. En réalité, très vite, on va se confronter au sens des signes. C'est ce qu'on appelle la sémiologie. Et c'est pas si évident. Par exemple, comment on pourrait dessiner l'action de manger? Là, c'est pas évident de dessiner l'action de manger. On va pas se mettre à dessiner une table, les assiettes, toute la nourriture, le type qui mange, là, ça fait beaucoup trop. Donc là, on va procéder par analogie. Regardez le raisonnement. Ça, on imagine que c'est une tête. Ça se dit sag en sumérien. Pour représenter la bouche, qui est le lieu par lequel passent les aliments, eh bien, on hachure, comme ça, la base de la tête. Et ça veut dire, du coup, bouche. Et en sumérien, ça se dit ka. La nourriture, ou le pain, c'est ce symbole-là, qui se prononce ninda. Maintenant, si j'assemble entre ce symbole-là, qui signifie donc bouche, et la nourriture près de la bouche, alors je peux représenter l'action de manger. Et du coup, manger, qui se dit ku en sumérien, eh ben je peux le représenter comme ça. Au fait, quand on passe au cunéiforme, la nourriture, du coup le pain là, alors progressivement va devenir ce symbole-là. Et l'action de manger, c'est la tête bouche avec le pain à l'intérieur, et voilà ce symbole qui correspond au son ku et qui veut dire manger. Voilà. Alors comment on est passé maintenant du sumérien à l'acadien? Au fait, ce sont deux langues complètement différentes. Hein. Elles sont aussi différentes que le chinois et le français. Hein. Eh bien, les Acadiens se sont dit, on va utiliser les sons et on va assembler ces sons pour représenter nos mots en acadien. Donc par exemple, si je prends le signe du mouton en sumérien, qui se prononce lou, que je le mets à l'intérieur d'un mot, où vous retrouvez aussi le son A, qui veut dire O en sumérien, à ce moment-là j'ai Awiluwum, et Awiluwum veut dire homme en acadien. Et du coup, l'acadien, vous l'avez compris, c'est construit avec des symboles sumériens qui, eux, sont quasiment tous monosyllabiques. Alors c'est ça qui est extraordinaire, cette langue acadienne, elle est quasiment monosyllabique. Et ça signifie que c'est une langue vraiment à part. C'est un isolat linguistique qu'on n'arrive pas du tout à associer avec les autres. Toutes les autres langues sont polysyllabiques. Pour finir, l'acadien, en fait, c'est une langue qu'on dit sémitique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, au sens strict, sémite, ça signifie descendant de Sem. Sem, c'est un fils de Noé. Donc, ça veut dire que les langues sémitiques sont ancrées dans l'histoire de l'Arche de Noé, dont on va reparler parce que c'est très intéressant ça, l'histoire de l'Arche de Noé, vous allez voir. Dans tous les cas, tous les descendants de Noé, donc de Sem, sont considérés comme sémites. Là, je vous parle de population, hein, et avec une part légendaire, parce qu'en réalité, on ne sait pas trop si ces gens existaient en vrai. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que les langues sémitiques, c'est une réalité. Les langues sémitiques ont des ressemblances. Alors, je vous avais déjà parlé des langues indo-européennes. Les langues sémitiques, elles se ressemblent par l'utilisation notamment de trios de consonnes pour désigner un verbe ou un adjectif. Par exemple, en arabe, l'arabe c'est une langue, l'arabe moderne, hein, c'est une langue sémitique, où si vous assemblez le K, le T et le B, vous représentez tout ce qui a à voir avec l'écriture.
Et si vous rajoutez ensuite des voyelles au milieu, vous pouvez construire toutes sortes de mots qui ont à voir avec l'écriture. Par exemple, Ritabu, c'est le livre. Je le prononce peut-être pas bien, hein, mais bon, vous me mettrez ça en commentaire. Ritabu, c'est le livre. Hayartubu, c'est écrire, ou il écrit. Et bien, de même, on retrouve ça dans l'akkadien. L'akkadien utilise des trios de consonnes comme K, Cha et D pour représenter tout ce qui a à voir avec la conquête. Donc, Kashid et Kashudu, c'est la conquête et le conquérant. Ou, non, pardon, c'est le conquérant et il conquiert. Voilà. Et on peut donc établir des ressemblances entre ces langues. Les ressemblances nous permettent de construire ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Alors cet arbre phylogénétique, là, c'est un des arbres que j'ai trouvé dans la littérature. Il en existe plein, donc il est très discuté en fait cet arbre. Aujourd'hui, les langues sémitiques ne sont plus représentées que par l'arabe, quasiment, l'arabe moderne, hein, qui est parlé par tous les peuples de type sémitique actuel. Il existe aussi l'amharique, donc l'éthiopien ancien, qui est toujours parlé en Éthiopie. J'ai lu quelque part qu'on parlait encore araméen, mais j'en suis pas tellement sûr. Je pense que l'araméen est uniquement pour des textes liturgiques. Et puis bien sûr, on parle encore l'hébreu. Toutes les autres langues sémitiques sont des langues mortes. Alors on reconnaît le babylonien et l'assyrien, et qui descendent toutes les deux de l'akkadien, justement. C'est pour ça qu'on avait conservé l'akkadien pendant très longtemps, jusqu'à quasiment à 70-75 après Jésus-Christ. L'akkadien procède lui-même d'une première langue sémitique inconnue qui se trouvait essentiellement à l'est, là, du Proche-Orient, et qui a donné aussi l'éblaïte de la fameuse ville d'Ebla, qui est une très très grande cité mésopotamienne. Au centre du Proche-Orient, là, dans ce secteur-là, l'arabe apparaît. Alors l'arabe moderne, il date du IVe siècle, mais il a forcément des racines bien plus anciennes. Alors l'arabe a une origine commune avec un autre groupe qui a donné les Cananéens. Les Cananéens donneront les Phéniciens et l'Ougarites aussi, ainsi que l'hébreu. Et de l'autre côté, on retrouve les araméens, qui est une langue qui a servi pour l'écriture et le langage pendant des centaines d'années. Hein. C'était la langue la plus importante au moment de la naissance de Jésus-Christ, par exemple. Dans la branche sud de la péninsule arabique, qui se trouve par ici, là, après le Wadi Rum, après le grand désert, là, on trouve la branche qui va donner l'éthiopien, donc qui existe encore, c'est l'abyssin ou l'amharique. Et puis le yéménite, qui, si j'ai bien compris, n'est plus du tout parlé au Yémen, puisqu'il a été remplacé par l'arabe. Voilà. Toutes ces langues ont une origine commune, un proto-sémitique dont on ne sait rien parce qu'il n'était pas encore écrit. Hein, les premières langues écrites, c'est l'akkadien. Et avant ça, il y avait forcément une origine commune aussi avec les langues indo-européennes. Et on estime que le point de séparation a eu lieu il y a environ 10 000 ans. 10 000 ans, c'est l'époque de la néolithisation qui a vu tous ces peuples-là se séparer et partir dans toutes les directions. Et puis ensuite se rencontrer, partager, échanger, etc. Un bel exemple d'ailleurs de ces partages, hein, c'est l'alphabet, puisqu'au final, l'alphabet, on le doit au signe égyptien, à une langue sémitique qui l'a transformé pour en donner un système consonantique uniquement avec les consonnes, puis les Phéniciens l'ont légué aux Grecs, les Grecs ont rajouté les voyelles et les Grecs l'ont légué au latin et puis aux Européens modernes. Et donc là, on a un beau transfert culturel, je trouve, entre toutes les langues, hein, puisque le alpha, en réalité, veut dire bœuf en sémitique et vient lui-même d'un signe égyptien. Alors, on a fini le déchiffrement des plus anciennes écritures du monde, mais il nous reste maintenant le plus intéressant, je trouve, c'est lire les textes. Que disent les vieux textes ? Alors le temps d'effacer tout ça, je vais vous donner quelques lectures des plus anciens textes, notamment l'épopée de Gilgamesh, mais pas seulement, l'Arche de Noé aussi. À très bientôt sur 10 minutes sur.